Tout le monde pensait qu'il était un raté dérangé, un pauvre type sans amis ni copine, mais tout a changé le jour où il s'est retrouvé propulsé sur une île façon Squid Game version contrefaite, avec plein d'autres personnes, obligées de se battre pour sa survie. Ning était un incel stupide avec un QI proche de la température ambiante et une amnésie sévère, mais il se croyait plus intelligent que Stephen Hawking et Einstein réunis. Un jour, il se réveille soudainement d'un cauchemar dans un endroit faiblement éclairé, sans la moindre idée de comment il s'est retrouvé là. Encore désorienté, il entend la voix étrange d'une fille qui se réjouit de le voir enfin réveillé et lui crie de faire attention au mur derrière lui. En se retournant, il voit que le mur est couvert de pointes et qu'il est en train d'avancer vers lui. Pris de panique, il se relève d'un bond et court de l'autre côté. Le mur s'arrête net. Tandis qu'il cherche frénétiquement une sortie, la fille lui dit que ça ne sert à rien, que la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. Il tente alors d'arracher les barreaux de la fenêtre pour s'échapper, mais sans succès, et s'écroule au sol, épuisé. De l'autre côté, la fille Jin se met à pleurer comme un bébé en répétant qu'ils vont mourir ici. Il lui demande qui elle est et ce qu'elle lui veut, mais en regardant de plus près à travers le trou dans le mur, il comprend qu'elle est une victime, tout comme lui. Il s'excuse. En larmes, elle lui explique que personne ne viendra les sauver et que le mur clouté bouge à intervalles réguliers toutes les quelques minutes. Il lui dit de se calmer et lui demande d'utiliser la hache posée à côté d'elle pour briser la fenêtre et sortir, mais elle lui répond qu'il n'y a pas de fenêtre de son côté. Il lui demande alors de lui passer la hache pour qu'il puisse au moins se libérer et revenir la sauver ensuite. Elle cesse de pleurer un instant et d'un ton grave lui demande de lui promettre qu'il reviendra la chercher. Soudain, les murs de son côté commencent à bouger et elle le supplie de faire cette promesse. Il finit par lui faire une promesse de vie ou de mort et elle pousse la hache à travers le trou, mais elle ne passe pas. Il essaie de la tirer de toutes ses forces, sans succès. Il lui demande alors si elle peut agrandir le trou de son côté. Elle frappe le mur de toutes ses forces, mais découvre qu'il est fait de graphite, impossible à briser facilement. Elle abandonne à nouveau et se remet à pleurer, mais Ning en a assez de ces jérémiades. Il lui hurle de se taire pour qu'il puisse réfléchir. Il lui demande ensuite comment elle s'est retrouvée ici. Elle lui dit qu'elle n'en a aucune idée, qu'elle faisait juste une sieste dans le métro et s'est réveillée dans un lit en fer. À ces mots, une idée lui traverse l'esprit. Il lui ordonne de détruire le lit et de lui donner une barre de fer. Elle obéit et lui tend la barre à travers le trou. Sans perdre une seconde, il court vers la fenêtre et la brise. Il parvient à s'échapper juste à temps, alors que la fille le supplie de ne pas l'abandonner, tandis que le mur se referme lentement sur elle. Le temps passe, et elle repense au jour où elle avait déjà été abandonnée, des années plus tôt, lors d'une randonnée. L'un des gars du groupe s'était blessé, alors elle l'avait emmené dans une grotte. Elle l'avait soigné du mieux qu'elle pouvait, grâce à ceux qu'elle avait appris de son père, qui était médecin. Un peu plus tard, le reste du groupe était revenu et l'avait tiré dehors pour lui parler en privé. Il lui avait dit qu'il devait partir rapidement à cause de la neige qui s'intensifiait, mais elle avait refusé catégoriquement, expliquant qu'un membre de leur groupe était blessé et qu'il était hors de question de l'abandonner. Le blessé, ayant entendu la conversation, avait crié sur les deux autres garçons, les accusant de trahison. Malgré tout, ces derniers étaient partis, les laissant seuls dans la montagne pour mourir. Les jours suivants, elle avait tout fait pour survivre et le maintenir en vie, soignant sa blessure comme elle le pouvait. Un jour, en guise de remerciement, il avait essayé de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé. Plus tard, lorsqu'elle était revenue d'une expédition pour trouver de la nourriture, elle avait découvert avec horreur qu'il l'avait aussi abandonnée. Aujourd'hui encore, ce souvenir la hante. Elle pleure en pensant que Ning aussi l'a laissée derrière. Mais, à sa grande surprise, il défonce le toit en bois et lui tend la main. Elle l'attrape fermement et tous deux parviennent à sortir, haletants. Sans prévenir, elle le serre dans ses bras en larmes, soulagée. Il était revenu. Elle se présente alors et lui dit qu'elle est en première année de médecine, puis lui demande qui il estimate, mais il ne répond pas et lui dit de regarder autour d'eux. Ils réalisent aussitôt qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils descendent du toit et atterrissent sur le balcon d'un vieux phare. Ils remarquent une trappe en métal dans le sol qui semble mener à un tunnel souterrain et décident de tenter leur chance. Ning descend le premier, suivi de Jin.
La descente se fait prudemment, grâce à une échelle métallique. Mais quelques barreaux sont manquants et Ning saute plusieurs marches, lui disant d'en faire autant. Elle hésite, prise de peur. Il lui assure qu'il la rattrapera. Elle saute finalement et il la réceptionne sans problème. Sauf qu'ils glissent tous les deux et tombent dans la mer. Submergé, Ning est frappé par le même cauchemar de noyade qu'il avait eu auparavant. Jin le réveille et le ramène à la surface. Le temps passe, mais il ne reprend pas connaissance. Alors, elle le transporte jusqu'à une pièce à l'étage inférieur du phare. Elle vérifie s'il y a quelqu'un, allume la lumière et découvre un cadavre effrayant. Terrifiée, elle fixe le corps. Puis elle entend un bruit derrière elle, se retourne lentement et voit un homme aux cheveux orange qui la menace avec un couteau. Il lui ordonne de reposer Ning au sol. Tremblante, elle obéit. L'homme s'approche, l'interroge sur des détails basiques, puis lui demande ce qu'elle sait de la momie à côté d'eux. Elle lui répond qu'elle n'en sait rien, mais il a du mal à la croire. Il dit alors qu'il ira peut-être poser la question directement à Ning et lui écrase le doigt avec son pied, le réveillant dans un cri de douleur. Il lui demande s'il connaît la fille. Ning, le regard vide, répond que non. Jin éclate en sanglots, répétant qu'ils se sont échappés ensemble de leurs cellules, et se tra. Mais l'homme aux cheveux orange, Zhang, les menace de les poignarder s'ils ne respectent pas ses règles. Voyant la lame se rapprocher dangereusement, Ning hurle à nouveau qu'il ne connaît pas Jin. Elle, choquée, se demande pourquoi il ment. Elle repense à leur chute, à son comportement. Quelque chose ne colle pas. Zhang s'apprête à poser une autre question. Ning lui demande ce qui ne va pas, et elle lui explique tout ce qui s'est passé jusque-là. Elle ajoute ensuite que la chute a probablement causé des lésions cérébrales chez lui, ce qui expliquerait pourquoi il ne se souvient de rien. Mais il la coupe sèchement, lui disant de se taire, qu'il n'est pas assez stupide pour croire à ces histoires absurdes. Alors que Zhang est sur le point de l'achever, Jin le supplie de les épargner. Il s'arrête et accepte à une seule condition, qu'elle lui donne un seul mot pour expliquer pourquoi Ning aurait risqué sa vie pour la sauver. Elle commence à paniquer, le temps s'écoule et Ning est sur le point d'être tuée. Soudain, elle sort quelque chose et crie pour qu'il arrête, avant de lui poser une question. Depuis combien de temps connaît-il son plus vieil ami? Zhang hésite, puis répond qu'il le connaît depuis 25 ans, depuis l'âge de 3 ans, à l'orphelinat. Il lui dit de ne pas tourner autour du pot. Elle répond alors « Si sauver une vie dépend du temps qu'on connaît quelqu'un, peux-tu vraiment être sûr que tes propres amis risqueraient leur vie pour toi ?» Zhang reste silencieux. Elle poursuit. « Et si ce n'est pas le CA, alors cela prouve qu'on peut sauver quelqu'un, même si on ne le connaît pas vraiment. » Il se relève brusquement et lui ordonne de se taire, mais cette fois, il range son couteau. Il affirme que ses amis feraient tout pour lui, qu'elle a tort, mais admet tout de même que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Un peu plus tard, Jin raconte à Ning ce qui s'est passé et comment il lui avait sauvé la vie. Il n'arrive pas à croire qu'il a vraiment fait ça, ni qu'il ne s'en souvient pas. Zhang lui demande quel est le dernier souvenir dont il se rappelle, et Ning répond « Lire un Playboy en 5e ». Face à ça, ils abandonnent et se tournent vers la momie. Jin remarque qu'il fait humide ici et se demande comment une momie peut exister dans un tel environnement. Sans gêne, elle attrape son bras comme s'il s'agissait d'un bonbon. En l'examinant de plus près, elle conclut que ce corps a été placé là. Avec l'aide des garçons, elle l'allonge sur le sol pour l'étudier davantage. Zhang suppose qu'il pourrait s'agir d'un ancien soldat de la marine et commence à déchirer ses vêtements. Ils sont tous choqués de découvrir que des chiffres ont été gravés à même la peau, probablement à l'aide d'un couteau. Ils se demandent ce que ces chiffres peuvent bien signifier, mais aucun d'eux ne parvient à en tirer un sens. Alors ils abandonnent pour l'instant et changent de sujet. Jin demande à Jiang qui il est, et il lui explique qu'il travaille pour un gang dirigé par un certain Dan Shin. 3 jours plus tôt, il s'enfuyait par bateau, poursuivi par une bande de voyous, et s'est réveillé ici sans comprendre comment. Jin raconte à son tour qu'elle s'est simplement assoupie dans le métro avant de se retrouver dans cet endroit. Ils se demandent alors si tout cela est l'œuvre d'un autre gang ou de trafiquants d'êtres humains, mais Ning leur affirme que non. Ils pensent que les chiffres sur le corps sont liés à tout ça, avant d'ajouter que tout cela ressemble à un jeu. Jin approuve et dit que, jusqu'ici, tout ressemble à un escape game et qu'ils devraient chercher des indices.
Jiang dit qu'il a déjà fouillé les lieux et trouvé un escalier détruit. Soudain, Jin remarque un rouleau caché dans l'oreille de la momie et l'en retire. À l'intérieur, elle découvre une carte. Ils y voient un endroit marqué par des œufs, le phare et d'autres lieux accompagnés de symboles. Ning paraît bouleversé. Il leur dit qu'il a déjà vu cette carte auparavant. Ning dit qu'il a déjà vu cette carte quelque part, mais il ne se souvient plus où. Jiang lui crie dessus, lui demandant de se concentrer, mais Ning tient sa tête, souffrant, en disant que ça le fait trop mal. Jin l'emmène alors dans un coin plus calme et lui demande s'il va bien. Il lui explique que chaque fois qu'il essaie de se souvenir, une violente migraine le frappe. Elle lui dit de ne pas trop forcer, puis tente de le rassurer doucement. Incapable de supporter leurs enfantillages, Jiang sort fumer. Lorsqu'il revient, il les trouve endormis l'un contre l'autre. Furieux, il les réveille d'un coup de pied presque lancé. Il leur ordonne de quitter cet endroit et de se rendre au lieu marqué d'un XX sur la carte. Ning, tout excité, réagit comme s'il partait à la chasse au trésor, mais Jin s'interroge sur la pertinence de partir dans leur état actuel. Jiang leur coupe la parole. Ce n'est pas une proposition, mais un ordre. Ils sont désormais ses esclaves. Plus tard, ils rassemblent leurs affaires et s'enfoncent dans la forêt en suivant la carte. Soudain, Jiang leur ordonne de s'arrêter. Il examine le sol et découvre un piège encore couvert de sang. Il leur dit que s'ils trouvent d'autres traces de pas, ils devront les effacer pour éviter de se faire repérer. Ensuite, il leur annonce que, en tant qu'esclaves, leur mission est désormais de lui ramener discrètement de la nourriture et de l'eau. Obéissant, les deux se dispersent à la recherche de provisions. Ning revient avec des fruits sauvages étranges, tandis que Jin a ramassé des champignons et des herbes. Soudain, Jiang surgit de nulle part et tue un lapin mignon d'un coup sec, marmonnant des idioties sur la survie du plus apte. Il les emmène ensuite jusqu'à une grotte qu'il a repérée et commence à faire cuire la viande. Une fois le repas prêt, il la dévore entièrement, ne laissant que les fruits pour Ning et Jin. Quand il a fini, il ordonne à Jin de lui préparer un lit avec la paille qu'ils ont ramassée. Sans mot dire, elle s'exécute. Jiang se tourne alors vers Ning et lui propose les restes de viande, parce qu'il est un mec. Ensuite, il se lève, pénètre plus profondément dans la grotte, mais non sans avertir Ning de rester dehors pour faire le guet. Alors que Jin termine le lit, Jiang revient et la plaque brutalement au sol. Elle crie à l'aide. Ning, entendant ses cris, hésite, puis court dans la grotte en hurlant à Jiang d'arrêter. Mais celui-ci, furieux d'être interrompu, le frappe et l'envoie au sol. Ning se relève et tente de le raisonner. « On ne devrait pas se faire de mal, on est une équipe. » Excédé, Jiang lui assène un coup de poing et le jette à terre avant de s'éloigner. En fin de journée, il se rend seul dans la forêt pour se calmer. En repensant à l'attitude du couple, il en conclut qu'ils ne sont probablement pas des membres d'un gang, et il s'énerve d'avoir été sermonné par ce crétin de Ning. Soudain, un cri lointain résonne. Il accourt vers la grotte et voit que Ning et Jin sont également sortis, alertés par le bruit. Il leur demande de le suivre tandis qu'il part en direction de l'appel à l'aide. Ils aperçoivent un homme semblant fuir quelqu'un. Jin, le voyant sur le point de tomber dans un piège, s'apprête à l'avertir. Mais Ning lui couvre la bouche pour l'en empêcher. Jiang explique qu'on ne voit pas celui qui le poursuit et que c'est louche. Il suppose que celui qui poursuit l'homme est aussi celui qui a tendu le piège. Et à leur grande stupeur, ils aperçoivent un homme d'une tribu armé d'une hache. L'homme piégé, à peine capable de se relever, est sauvagement massacré sur place, comme un animal, avant que le tribal ne commence à traîner son corps. Après que l'homme se soit éloigné avec son corps, Jiang leur dit qu'il devrait retourner à la grotte et rester discret quelque temps. À l'intérieur, Jin se repose tandis que Ning lui demande qui pouvait bien être cet homme et s'il s'agissait d'un sauvage. Jiang lui répond sèchement qu'il n'en sait rien et ajoute que cet endroit est bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Il propose alors de monter la garde pour la nuit et avertit Ning de rester sur ses gardes. Le lendemain matin, le couple sort chercher de la nourriture. Ning aperçoit un cocotier, grimpe dessus et lance une noix de coco à Jin pour qu'elle la rattrape. Mais soudain, un rat s'approche d'elle. En le voyant, elle pousse un cri perçant et Ning panique, craignant que quelqu'un ait entendu. Jiang accourt, persuadé que le sauvage est revenu. Mais lorsqu'il découvre la vérité, il les gronde tous les deux, les traitant d'idiots et d'incapables. Soudain, Jin s'enfuit en disant qu'elle doit aller uriner.
ce qui inquiète Ning. Une fois sa besogne terminée, elle entend des pas et prend peur. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelque chose s'approche et elle pousse un cri strident. Les garçons, alertés, se précipitent à son secours. À leur arrivée, ils voient 2 hommes d'une tribu qui l'ont capturée et plaquée au sol. Ning veut absolument intervenir, mais Jiang lui dit que c'est trop risqué. Alors que l'un des hommes lève une hache pour achever la pauvre Jin, le garçon décide que c'est le moment d'agir. Ning fonce pour aider, mais soudain, quelqu'un tire une balle dans la tête de l'homme à la hache, le tuant sur le coup. Voyant cela, l'autre s'enfuit. Jin, encore tremblante, se jette dans les bras de Ning. C'est alors qu'une femme armée d'un fusil s'approche, probablement celle qui vient de les sauver. Elle se présente sous le nom de Tracy, membre de la police, et leur ordonne de se dépêcher car les sauvages pourraient revenir. Elle leur explique qu'elle a des compagnons en bas de la falaise et leur demande s'ils veulent se joindre à eux. Jin accepte avec enthousiasme, affirmant que « plus on est de fous, plus on rit ». Jiang l'interrompt pour lui demander si elle est déjà allée à Hong Kong. Elle répond que non. Il lui dit qu'il n'est jamais allé aux États-Unis non plus, mais qu'il est sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Elle balaie la remarque d'un ton léger, expliquant qu'il doit la confondre avec quelqu'un d'autre. Mais désormais, le groupe est un peu méfiant à son égard. Tracy se penche pour examiner la blessure de l'homme abattu et constate qu'il a été touché dans le dos alors qu'elle visait la tête. Elle trouve cela étrange, car elle est championne de tir et il est impossible qu'elle ait raté sa cible. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, d'autres sauvages reviennent et le groupe s'enfuit pour éviter leurs flèches. Tracy se met à l'abri dans une fosse et tire, tout en leur criant d'aller vers un ruisseau dans la forêt. Jiang conduit le couple inutile jusqu'à l'endroit indiqué. Ils s'installent et se rafraîchissent au bord de l'eau, se demandant pourquoi Tracy met autant de temps à revenir. Jiang leur dit qu'elle est soit morte, soit partie, avant de les avertir que d'autres personnes se trouvent sur cette île et qu'ils doivent être extrêmement prudents. Il leur ordonne de ne jamais parler de la carte ni du code trouvé sur le corps de la momie à qui que ce soit. Jin affirme qu'elle fera ce que Ning dit, mais l'imbécile se met à délirer sur des histoires de niveaux et de classes de combat, comme s'ils étaient dans un jeu vidéo, avant de finalement accepter de suivre les instructions de Jiang. Ils décidèrent de travailler en équipe et chacun jura solennellement de se battre pour survivre, sans jamais trahir les autres, quoi qu'il arrive. Ce serment dramatique venait à peine d'être prononcé que Tracy revint, annonçant qu'il devait quitter cet endroit, car ses munitions étaient presque épuisées. Elle leur demanda de la suivre jusqu'à l'endroit où se trouvait le reste de son groupe. Lorsqu'ils arrivèrent, elle les présenta à ses compagnons. Expliquant qu'ils avaient été attaqués, Zhong se mit en colère contre celui qui avait parlé ainsi et le menaça. Mais Tracy s'interposa, ordonnant à tout le monde d'arrêter les disputes. Elle précisa que, s'il voulait rester avec elle et son équipe, il devrait suivre 16 règles et ne jamais s'en prendre à ses coéquipiers. Zhong esquissa un sourire avant d'accepter, puis commença à faire connaissance avec les autres. Jin et Ning se présentèrent à leur tour, et tout le monde fut surpris lorsque Ning annonça qu'il était en 5e année. Jin s'empressa d'expliquer qu'il avait subi un traumatisme crânien et ne se souvenait que de l'époque où il était en classe de 5e. Tracy leur parla alors de ce qu'elle avait découvert ce jour-là, un immense complexe architectural à l'aspect sinistre. L'un des hommes proposa de l'explorer immédiatement, mais un autre s'y opposa, craignant qu'il ne s'agisse du repère des sauvages. Un troisième donna raison au second, estimant qu'il valait mieux éviter l'endroit jusqu'à ce qu'un plan solide soit élaboré. Ils procédèrent à un vote qui se solda par une égalité à cause de Zhong qui, après avoir annoncé qu'il voterait en dernier, choisit finalement de s'opposer à l'exploration. Un des hommes l'accusa de jouer de façon déloyale, mais Zhong répliqua qu'il n'avait enfreint aucune règle, se contentant d'exploiter une faille. L'homme proposa alors de revoter et offrit un chèque de 10 millions de dollars à quiconque voterait pour l'exploration. Zhong l'accusa de corruption, mais l'autre se défendit, affirmant que c'était comme un politicien qui promettait quelque chose en échange de vote. Il le faisait devant tout le monde, au grand jour, et non en secret, ce qui relevait d'une stratégie et non d'un pot de vin. Zhong esquissa un sourire et déclara qu'il avait, lui aussi, une stratégie. Il promit au couple de voter pour lui. Lorsque l'homme, Ishigaki, lui fit remarquer qu'il avait encore une voix de moins, Zhong annonça que désormais, quiconque voterait pour lui recevrait 30 millions.
Tracy fit remarquer qu'il n'avait pas une telle somme d'argent. Xiong répliqua aussitôt qu'Ishigaki paierait pour lui, car il tenait absolument à ce que le vote se déroule en sa faveur, peu importe le prix. Bientôt, ils procédèrent au vote, et, comme prévu, Xiong l'emporta grâce au ralliement de l'un des leurs. Celui-ci exigea alors qu'Ishigaki règle la note s'il souhaitait les voir partir explorer l'immense complexe architectural. Le lendemain, ils se mirent tous en route vers le site. Alors qu'ils traversèrent la forêt, Xiong déclara vouloir parler à Tracy en privé. Elle répondit qu'il pouvait très bien le faire ici, mais il insista pour qu'il s'isole. Devant son refus, il se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Tracy s'arrêta net, le somma de se taire, puis l'entraîna à l'écart pour discuter en secret. Le reste du groupe, intrigué, échangea des regards. Soudain, un claquement résonna. Elle venait de gifler Xiong avant de revenir furieuse vers les autres. Elle affirma qu'il était allé trop loin. Lui se contenta de rire, prétendant avoir raison et promettant de se venger. Inquiets, les compagnons demandèrent à Tracy si tout allait bien, mais elle refusa de s'expliquer et poursuivit sa marche avec irritation. Le groupe la suivit en silence jusqu'au complexe. Lorsqu'ils arrivèrent sur place au crépuscule, tous restèrent bouche bée devant l'immensité de l'édifice. Tracy demanda à Ishigaki s'il pouvait en reconnaître le style architectural. Il répondit qu'il ressemblait aux pyramides mayas. Xiong s'étonna alors. Serions-nous en Égypte? Mais Ishigaki expliqua qu'on ne pouvait pas en être sûr, car des pyramides existaient dans plusieurs civilisations, donnant même quelques exemples. Ils décidèrent de pénétrer à l'intérieur et commencèrent à descendre un escalier interminable. Tracy les mit en garde. Il fallait rester groupés au CAS où les sauvages réapparaîtraient. Après ce qui leur sembla des heures, ils atteignirent enfin la partie centrale du complexe. Jin, tremblante, confia à Ning qu'elle se sentait terrifiée. Au début, elle avait cru qu'ils avaient été enlevés. Mais à présent, elle avait l'impression de se retrouver dans un autre continent, parmi des peuples étranges. Elle se demanda si tout cela n'était pas un jeu de réalité forcée. Ning, d'un ton naïf, répondit que peut-être ils étaient dans un jeu vidéo. Jin soupira, désespéré par cette amnésique au comportement d'enfant de 10 ans. Ils discutèrent encore un peu. Ning l'encouragea à rester positive. Puisque ce lieu était marqué sur leur carte, c'était la preuve qu'ils avançaient dans la bonne direction. Peu à peu, ils éclatèrent de rire, s'imaginant leur vie future. Une fois sortis d'ici, ils n'auraient plus jamais besoin de travailler, car ils possédaient désormais un chèque de 30 millions qui leur garantirait une existence confortable. Soudain, Tracy appela Xiong et lui montra des marques de brûlure. En touchant la pierre, elle affirma qu'elles étaient encore tièdes, preuve qu'un feu avait été allumé récemment. Les autres pensèrent aussitôt aux sauvages, mais Ning fit remarquer que c'était impossible. Ces derniers ignoraient comment utiliser des batteries. Cela signifiait que d'autres personnes étaient également passées par là et s'étaient reposées. En observant les alentours, Tracy confirma leur hypothèse. Ishigaki conclut qu'il fallait pénétrer dans la pyramide pour explorer plus en profondeur. L'un des hommes refusa, arguant qu'il était plus sûr de rester à l'extérieur. Xiong proposa alors de se diviser en 2 groupes. L'un entrerait pour explorer, l'autre resterait dehors. Ishigaki accepta, à la condition que ce soit. Ishigaki annonça qu'il mènerait l'équipe d'exploration, avec Tracy chargée d'assurer leur sécurité. Jin les accompagnerait pour ses compétences médicales, et un autre homme serait choisi pour sa force physique. Le reste du groupe resterait dehors, prêt à intervenir si jamais quelque chose arrivait à ceux qui entraient. À peine l'équipe avançait dans la pyramide, l'homme aux cheveux orange demanda à Jong pourquoi il n'avait pas protesté. Il lui proposa même de s'allier avec lui afin de renverser Ishigaki et s'emparer de tout le pouvoir. Jong esquissa un sourire méprisant et refusa sèchement, déclarant qu'il n'avait aucune intention de travailler avec des parasites comme lui. Quand l'autre continua à le provoquer, Jong sortit un couteau et le menaça, exigeant son chèque. L'homme protesta que c'était un crime, mais Jong répliqua qu'il n'avait aucune preuve, et en effet, le seul témoin possible se trouvait à ce moment en train d'uriner à l'écart. Pendant ce temps, l'équipe d'exploration progressait et observait les inscriptions gravées sur les murs. Ishigaki expliqua qu'il leur faudrait un archéologue pour les déchiffrer et décida de continuer. Jin, elle, repensa à ce qu'elle avait confié à Ning. Elle avait empoisonné Jong avec son accessoire de cheveux lorsqu'il avait tenté de profiter d'elle dans la grotte. Sans l'antidote qu'elle lui avait discrètement administré, il serait mort en 7 jours.
mais elle avait averti Ning que ce remède provoquerait de vives douleurs lors de la guérison, et elle commença à craindre que le moment soit arrivé. Comme elle l'avait prévu, Jong se plia soudain de douleur, tenant son ventre, et demanda à Ning de surveiller les alentours pendant qu'il s'éloignait. Mais, au même instant, une grande troupe de sauvages surgit, semant la panique. Incapable de supporter la souffrance, Jong s'effondra au sol. Ning se souvint brusquement des paroles de Jin et se précipita pour le secourir. Alors que les sauvages fondaient sur Jong, il arriva juste à temps, le hissa sur son épaule et s'enfuit avec lui. L'homme aux cheveux orange trouva un mécanisme secret et actionna un levier. Une lourde porte coulissa depuis le plafond et commença à se refermer lentement. Ning, portant Jiang, courut de toutes ses forces et parvint à franchir l'ouverture de justesse avant que leur tête ne soit écrasée. Haletants et horrifiés, ils réalisèrent qu'ils venaient de s'enfermer à l'intérieur sans possibilité de retour. Alerté par le bruit, l'autre équipe revint sur ses pas. Jiang, encore faible, remercia Ning de lui avoir sauvé la vie et reprocha à l'homme aux cheveux orange d'avoir failli les condamner. Celui-ci s'excusa en disant qu'il avait paniqué et manqué de temps pour réfléchir, et Ishigaki valida son geste, affirmant que c'était la meilleure décision à prendre sur le moment. Ning s'inquiéta alors. Comment allait-il sortir d'ici? Ishigaki répondit qu'il valait mieux ne pas gaspiller leur énergie à s'angoisser maintenant et se concentrer plutôt sur l'exploration, dans l'espoir de trouver une autre issue. C'est alors que Jin remarqua une étrange ecchymose violacée sur le bras de Ning. En l'examinant, elle s'empara du couteau de Jiang et lui entailla légèrement la peau. Mais aussitôt, elle laissa tomber l'arme avec effroi. Ning ne saignait pas. Elle comprit qu'il était infecté par un puissant neurotoxique. Effondrée, elle expliqua que si le poison atteignait son cœur, il ne lui resterait guère plus de 10 heures à vivre. Jiang la supplia de trouver une solution, rappelant que Ning se trouvait dans cet état uniquement parce qu'il l'avait sauvée des sauvages. Jin, en larmes, répondit qu'elle voulait vraiment le sauver, mais qu'il n'y avait ici aucun remède possible et qu'elle était impuissante. Jiang, en proie à une douleur insupportable, déclara qu'il sortirait affronter les sauvages afin de trouver un antidote. Il se mit alors à marteler la lourde porte, comme si cela pouvait l'ouvrir. Mais Ning intervint, affirmant qu'il allait encore bien pour le moment et qu'il valait mieux chercher rapidement une autre sortie afin que Jin puisse préparer un remède dès qu'il serait dehors. Ishigaki prit la parole et observa que parmi eux tous, Ning était sans doute celui qui possédait le plus grand instinct de survie, malgré l'absence de compétences particulières. Sous son ordre, ils se mirent en marche et descendirent un escalier, tandis qu'un bruit d'eau courante résonnait tout près. En longeant les murs, Tracy remarqua qu'ils étaient humides, ce qui signifiait qu'un cours d'eau souterrain devait se trouver non loin. Soudain, une lueur apparut à l'extrémité de l'escalier. Tous se figèrent, croyant avoir trouvé une sortie. Mais en arrivant, leur espoir fut brisé. Ce n'était qu'un immense couloir entièrement inondé, où ne surnageaient que quelques piliers épars. Ning porta la main à sa tête, gémissant qu'il souffrait à nouveau et qu'il avait déjà vu cet endroit auparavant. À ce moment-là, des cris d'appel au secours retentirent depuis l'eau. Jiang remarqua que les voix provenaient des profondeurs et s'approcha pour vérifier. Ils aperçurent 4 personnes qui luttaient pour rester à flot, l'une d'elles inconsciente, soutenue par un homme aux cheveux jaunes qui suppliait qu'on l'aide, affirmant qu'il ne pourrait plus le tenir longtemps. Ishigaki leur demanda qui ils étaient et comment ils s'étaient retrouvés piégés dans l'eau. Le blond répondit qu'ils avaient connu le même sort qu'eux, aspirés soudainement dans ce lieu mystérieux. Mais avant qu'ils puissent donner davantage d'explications, le niveau de l'eau commença à monter. Désespéré, il promit de tout raconter une fois sauvé, ajoutant que l'homme évanoui dans ses bras était professeur, capable de lire les inscriptions des sauvages et de connaître l'emplacement de la sortie. Devant ces paroles, Jiang insista pour les sauver et demanda une corde à Jin. Mais la distance était trop grande pour la lancer. Un des hommes du groupe, plus fort que les autres, proposa de s'en charger. Il attacha une pierre à la corde pour la lester et la lança dans l'eau. Le blond réussit à l'attraper, et tous ensemble, ils tirèrent de toute leur force jusqu'à ramener les naufragés sur la terre ferme. Épuisés mais vivants, les étrangers furent étendus sur le sol. Le blond remercia chaleureusement pour leur aide, mais Ishigaki l'ignora et exigea des explications immédiates. L'homme se présenta.
Andrei, ancien mercenaire russe désormais membre d'une organisation militaire israélienne. L'autre, un gros homme au visage disgracieux, se nomma Ding, artisan de son état, ce qui fit s'exclamer Ning, avec un enthousiasme enfantin, avouant qu'il adorait l'art. La jeune femme aux cheveux bruns, elle, se présenta comme Cherry, simple ménagère néo-zélandaise. Enfin, Andrei désigna l'homme inconscient allongé au sol, un expert en civilisation ancienne capable de déchiffrer les inscriptions. Tracy l'examina et confirma qu'il respirait normalement, seulement assommé, et qu'il se rétablirait après un peu de repos. Mais Jiang rappela qu'il n'avait pas de temps à perdre et insista pour le réveiller. Le professeur finit par reprendre connaissance dans une quinte de tout et déclara que la sortie existait bel et bien. Selon les inscriptions, il suffisait d'atteindre le point le plus élevé du lieu pour que la porte... Ils se demandèrent si la sortie pouvait se trouver au plafond, mais Ishigaki fit remarquer qu'il y avait là une multitude de piliers et que le plus élevé d'entre eux devait sans doute abriter la porte. Jin demanda alors comment ils allaient l'atteindre, puisqu'il se trouvait bien trop haut et qu'ils ne pouvaient pas nager jusque-là. Andrei répondit qu'il n'en était pas nécessaire et expliqua que cette salle possédait 4 conduits qui s'ouvraient et se refermaient à intervalles réguliers. Chaque fois qu'ils s'ouvraient, le niveau de l'eau montait, permettant d'atteindre progressivement les plateformes fixées aux piliers. L'idée était de nager jusqu'à une première plateforme, d'attendre la montée suivante de l'eau, puis de poursuivre jusqu'à la suivante. Le professeur rappela cependant que, même en ayant compris le mécanisme, ils ignoraient encore quel pilier choisir au moment des changements d'eau. Certains proposèrent de viser directement le plus haut, mais Andrei les arrêta. La force du courant était telle qu'ils n'y survivraient pas. Le professeur confirma, ajoutant qu'ils avaient déjà tenté cette méthode auparavant et qu'il avait failli mourir, assommé par la violence du flot, sans l'intervention d'Andrei. Au moment même où ils en parlaient, les conduits s'ouvrirent et de puissants jets submergèrent une bonne partie des piliers. Andrei précisa qu'il y avait environ 10 minutes d'intervalle entre chaque déversement et qu'il devait identifier rapidement la bonne colonne avant la prochaine vague. Ning, avec une étonnante assurance, déclara que c'était très simple. Il suffisait de suivre une ligne droite. Selon lui, les piliers formaient un alignement et il fallait commencer par les 2 qui se dressaient directement devant eux. Le professeur, stupéfait, le regarda comme s'il avait affaire à un génie fou, puis confirma aux autres qu'il avait entièrement raison. Ils établirent alors leur plan. Dans 5 minutes, l'eau atteindrait le premier pilier. Ensuite, chaque nouvelle montée permettrait d'atteindre un pilier plus haut d'une dizaine de mètres. En 2 cycles, ils pourraient grimper d'un niveau supplémentaire, et ainsi de suite. Au bout d'1 heure environ, ils atteindraient le sommet. Pour plus d'efficacité, ils se divisèrent en groupes. Les plus forts monteraient en premier afin de tirer les plus faibles à l'aide de la corde. Mais l'homme aux cheveux orange protesta. Selon lui, le dernier à être hissé serait le plus exposé au danger, et il proposa de tirer au sort l'ordre des passages. Jin s'y opposa, estimant que si le plus faible, comme Ning, se retrouvait en dernier, il n'aurait aucune chance de s'en sortir. L'orange répondit froidement qu'il s'en moquait si Ning mourait. Furieux, Zong le frappa d'un coup de pied et sortit son couteau. Aussitôt, Andrei et Tracé l'immobilisèrent et braquèrent leurs armes sur lui. Ishigaki intervint fermement, ordonnant de ne pas blesser un membre de l'équipe et conclut qu'il n'avait d'autre choix que de tirer au sort. Le sort tomba sur Cherry, qui hérita du numéro 8, ce qui signifiait qu'elle passerait en dernière. Abattue, elle fut réconfortée par Tracé, mais Ishigaki échangea sa place avec elle. Elle passerait en première et lui fermerait la marche. Reconnaissante, Cherry le remercia chaleureusement. Quand l'eau monta à leur niveau, ils se jetèrent à la nage. Andrei fut le premier à escalader le pilier suivant. Une fois en haut, il lança la corde et Ishigaki aida Cherry à s'y accrocher. Andrei la hissa jusqu'à la plateforme, tandis que Zong et un autre réussirent à grimper seuls. Après avoir hissé Tracy, ils continuèrent avec les autres. Vint ensuite le tour de Jin, mais elle insista pour que Ning passe avant elle. Elle grimpa juste après lui. Il ne restait plus que 2 personnes, l'homme corpulent et Ishigaki. Lorsqu'ils entreprirent de tirer le gros vers le haut, un grondement sourd se fit entendre. Le prochain déversement d'eau allait commencer. Après un effort acharné, ils parvinrent à le hisser, laissant Ishigaki seul en bas.
Mais avant qu'Andrei ne puisse lui lancer la corde, l'eau jaillit avec violence. La panique saisit le groupe. Ishigaki, cependant, réussit à attraper la corde au dernier moment, et tous luttèrent de toute leur force contre le courant jusqu'à le tirer en sécurité. Juste à temps. Épuisés, ils prirent un moment de repos pour reprendre leur souffle. Le professeur profita de cette accalmie pour expliquer que cette architecture avait été érigée par les Gulen afin d'éprouver la force et le courage. Intrigués, les autres demandèrent qui ils étaient. Le professeur raconta qu'il s'agissait d'une civilisation mystérieuse et ancienne, située autrefois en Amérique du Sud. Il précisa qu'aucune trace n'existait aujourd'hui de ce peuple et qu'il ne le connaissait que grâce aux recherches de son propre maître. Selon ses dires, les Gulen étaient les prédateurs des Mayas et seules les littératures mayas contenaient encore des références à leur sujet. Ishigaki demanda alors si cela signifiait qu'ils se trouvaient bel et bien en Amérique du Sud. Le professeur répondit que c'était très probable, rappelant qu'un lieu semblable à celui-ci était décrit dans les anciens textes mayas. Il attira ensuite leur attention sur les symboles gravés au mur, expliquant qu'il s'agissait de l'écriture Gulen, composée seulement de 20 lettres. Quand Ning demanda si les sauvages qu'ils avaient croisés étaient des Gulen, le professeur secoua la tête. Ce n'étaient pas eux. Il poursuivit en révélant que d'après certaines théories, les Gulen étaient extrêmement intelligents, et même peut-être immortels. À cette révélation, un silence choqué s'installa, chacun se demandant comment ils avaient pu aboutir ici. Ishigaki rompit le silence. Comment les Mayas avaient-ils vaincu les Gulen? Le professeur répondit sombrement qu'il ne les avait jamais vaincus. Un jour, l'île et les Gulen qui y vivaient avaient tout simplement disparu mystérieusement. Soudain, Ning fut pris d'un nouveau mal de tête. Il déclara qu'il avait déjà entendu cette histoire quelque part, sans parvenir à se souvenir où. Jin tenta de le rassurer, lui promettant qu'il trouverait un remède une fois sorti d'ici. À ce moment précis, un nouveau déversement d'eau commença, les obligeant à nager vers le pilier suivant. Comme la fois précédente, ils réussirent à atteindre la plateforme et à s'y hisser grâce à la corde. Ils se félicitèrent pour leur travail d'équipe et constatèrent qu'ils devenaient de plus en plus efficaces. C'est alors que l'homme corpulent aperçut une porte et la montra aux autres. Le professeur, stupéfait, affirma que c'était impossible puisqu'il n'avait pas encore atteint le sommet. Il rappela les inscriptions. Celui qui atteint le plus haut pilier verra s'ouvrir l'accès à l'hôtel. Cette porte devait donc être la véritable sortie. Ning ajouta qu'il ne leur restait que 5 mètres à gravir, à moins d'attendre la prochaine montée d'eau pour s'y rendre à la nage. Andrei cita un proverbe russe, concluant qu'il valait mieux s'en tenir au plan initial. Ishigaki acquiesça, estimant que même si c'était bien la sortie, elle ne s'ouvrirait probablement pas avant qu'ils n'atteignent le sommet. Ning, toutefois, fit remarquer qu'au moment où ils atteindraient la plus haute plateforme, un autre déversement submergerait celle où se trouvait actuellement la porte. Tous comprirent alors qu'il serait quasiment impossible d'atteindre l'ouverture à ce moment-là. Tracy mentionne que le couloir par lequel ils étaient entrés était humide, ce qui signifie que l'eau y était passée à un moment donné et devait être circulée. Ishigaki prédit que lorsque l'eau atteint un certain niveau, une structure de drainage doit s'activer. Tracy dit qu'ils doivent d'abord atteindre la haute plateforme et Andre ajoute que si c'est vraiment la sortie, ils n'auront qu'à nager depuis là pour sortir rapidement. Tous acceptent ce plan et se dirigent vers la haute plateforme, Andrei arrivant le premier. Il annonce qu'il y a une porte et commence à aider les autres à monter. Lorsque Jong grimpe sur la plateforme comme précédemment, il trébuche accidentellement et tombe, entraînant un autre membre avec lui. Andre leur crie de remonter rapidement et aide Sherry à atteindre la plateforme en premier. Lorsqu'elle voit la porte, elle devient hébétée et s'avance vers elle, remarquant une empreinte de main. Tracy, en montant, la voit sur le point de toucher la porte et crie pour l'en empêcher. Mais il est trop tard. Cherry appuie sur la porte, ce qui la fait basculer et elle passe de l'autre côté. Soudain, la porte de la plateforme inférieure s'ouvre et tout le monde se demande ce qui se passe. Ils atteignent tous le sommet et discutent du problème, se demandant ce qui est arrivé à Cherry alors que la porte de la plateforme inférieure est entièrement submergée. Ils envisagent de retrouver la porte et de la secourir, mais le professeur explique que ce ne sera pas possible, car les inscriptions indiquent que seule la mort d'un guerrier permettra d'ouvrir la porte de l'hôtel. Sous le choc, ils se demandent quoi faire ensuite.
Ishigaki déclare que la porte en dessous doit être la véritable sortie, car elle s'est ouverte dès que Cherry est passée à travers. Ils interrogent le professeur sur la façon de s'y rendre, étant donné qu'elle est complètement submergée. Il leur explique qu'après avoir appuyé sur le bouton, l'eau ne montera plus. Le système de drainage s'activera et le niveau d'eau baissera jusqu'à la prochaine montée. Un des hommes propose que, puisqu'il est le nageur le plus rapide, il aille en premier, sécurise la corde à un endroit sûr et que tous puissent s'y accrocher pour nager jusqu'à la porte. Tous acceptent, n'ayant pas d'autre choix, et suivent le plan. Lorsque le système de drainage s'active, il crée un vortex. Il s'agrippe fermement à la corde pour garder l'équilibre. Le gros lutte pour tenir la corde et est sur le point de lâcher, glissant lentement vers l'inconscience. En perdant conscience, il se remémore combien il avait été maltraité enfant à cause de son bégaiement. À ce moment-là, son maître lui avait donné de l'espoir, lui expliquant qu'il avait lui aussi bégayé, mais qu'il n'en souffrait plus grâce à un travail constant pour surmonter ce défaut et qu'il devait faire de même. Ce souvenir lui redonne la force de ne pas abandonner. Il s'accroche à la corde pour sa vie. Enfin, ils atteignent la plateforme et se précipitent à travers la porte. Ils se retrouvent dans un couloir faiblement éclairé et remarquent quelque chose d'étrange. Le professeur l'examine et dit que cela ressemble à de la peau de serpent.